Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Héros éternel de la nation congolaise, Brazzaville élève à ce rang l'ancien tirailleur sénégalais Malamine Camara. Une cérémonie d'hommage a été organisée ce dimanche en son honneur en présence du chef de l'État Macky Sall. En marge, il a rencontré la communauté sénégalaise du Congo. Dénouement heureux dans la crise scolaire, le G6 suspend son mot d'ordre de grève. Résultat du rapprochement des positions avec le gouvernement, notamment pour ce qui est de l'indemnité de logement qui passe de 60 000 à 100 000 francs CFA. L'imprimerie nationale nous ouvre ses portes immersion qui permet de mesurer le volume de documents imprimés, dont le journal officiel, mais pas que, à découvrir dans le grand format du jour. Lien de parenté supposé entre Fatma Samoura et El Hadj Diouf. La chambre d'investigation du comité d'éthique de la FIFA classe l'affaire. Les précisions dans ce journal. Sédhiou au rythme du Djambadon. La 7e édition du carnaval dédié à ce folklore de la Casamance a vécu une manifestation placée sous le parrainage du directeur général de la RTS, Racine Talla. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, cérémonie d'hommage au sergent Malamine Camara. Aujourd'hui à Brazzaville, ce tirailleur sénégalais est devenu héros éternel de la nation congolaise grâce à ses hauts faits d'armes qui ont permis au Congo de préserver son intégrité territoriale. C'est le symbole des relations amicales et fraternelles anciennes entre le Sénégal et le Congo. Le président Macky Sall est l'invité d'honneur de son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Envoyé spécial, Pape Biram Biguendiaye. C'est l'image qui attire tous les regards à l'entrée du mémorial savourien de Brazza, au cœur de la capitale congolaise. Cet hommage est le moment bien choisi et l'acte bien conçu pour sortir la figure du sergent Malamine Camara de la pellicule de poussière sur laquelle on l'a longtemps retenu. Le sergent Malamine Camara, une fierté sénégalaise, portée au Panthéon des Immortels, une nation reconnaissante. Article 1er. Est élevé, à titre posthume, au rang de citoyen d'honneur de la ville de Brazzaville, le sergent Malamine Camara, de nationalité sénégalaise, administrateur de Brazzaville. Héros légendaire, le sergent Malamine Camara est fêté par un peuple congolais qui se rappelle le bon souvenir de ses hauts faits d'armes qui font de lui une figure emblématique de l'histoire du Congo et pionnier de l'amitié et des liens fraternels entre le Sénégal et le Congo. Dakar est le nom de 2 quartiers, respectivement à Madingou et à Nkayi, dans l'un des départements du Congo. Quant au quartier sénégalais, à Poto-Poto, l'on peut aisément le désigner comme étant le foyer originel de cette communauté dans notre pays. Acteur d'hier, aujourd'hui héros de l'histoire, le sergent Malamine Camara est à jamais préservé de l'oubli. C'est lui qui s'est opposé farouchement à l'explorateur Stanley qui voulait conquérir le Congo au profit du roi belge Léopold II. Le récit de l'histoire raconte que le sergent Malamine a tenu la forteresse de Brazzaville de main de maître, la résistance dont l'âme du combattant de génération en génération. C'est de cette longue tradition de refus que nos forces armées tirent leur devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Et c'est en hommage à cet esprit de bravoure qu'incarnait si bien le sergent Malamine Camara que le Sénégal a immortalisé sa mémoire par une rue et un lycée qui portent son nom. C'est une page lumineuse de l'histoire du Congo qui s'est réouverte 138 ans après les premiers pas du sergent Malamine Camara en terre congolaise. Hommage à un illustre soldat, un jour de célébration de l'amitié sénégalo-congolaise. Monsieur le Président, notre histoire commune se lit également dans les noms de Mamadou Diop, qui fut maire de Poto-Poto, et Birante Sy, chef de canton à Dokizi. Elle se lit dans vos lieux de culte, symbole de respect et de tolérance dans la diversité, puisque c'est aussi notre compatriote Seydou Nourou Tall
qui construisit la première mosquée de Poto en 1908. Désormais, l'étendard du Sénégal va flotter dans ce haut lieu de la mémoire congolaise. Une marque chargée d'histoire est tournée vers l'avenir. Hommage et justice rendue. Honneur au Sénégal et à un vrai héros de l'humanité. Dès son arrivée intercongolaise, le président Macky Sall a reçu la communauté sénégalaise. Nos compatriotes ont salué les nombreuses réalisations du chef de l'État, notamment dans les secteurs de la vie économique et sociale. Par ailleurs, le président de la République a salué l'œuvre du sergent Malamine Camara, honoré par la nation congolaise. Pour son acte de bravoure, nous retrouvons notre envoyé spécial, Pape Biram Biguendiaye. Très forte mobilisation au Palais des Congrès de Brazzaville qui accueille la séduisante communauté sénégalaise du Congo. Nos compatriotes ont exprimé toute leur gratitude au président Macky Sall pour ses actions en faveur de la diaspora. Cette diaspora qui salue ses nombreuses réalisations au Sénégal. Vous avez trouvé un Sénégal affaibli dans tous les secteurs. Mais depuis le lancement de votre programme PSE, Plan Sénégal émergent, beaucoup de réalisations ont été enregistrées, telles que le PIDC, SEMI, FES, PID. Le Sénégal sera bientôt autosuffisant en riz. Cette année, une production record d'arachides, de pommes de terre, de tomates et autres. Avec le Sénégal émergent, des infrastructures modernes, l'autoroute Ila Touba, l'aéroport Blaise Diagne, l'arène nationale, la nouvelle ville de Diamniadio, le train express régional, la liste n'est pas exhaustive. C'est un Sénégal renaissant qui met en place un système de répartition équitable des fruits de la croissance. Dans les villes et les campagnes, jusque dans les bourgades les plus lointaines, le président de la République Macky Sall a pris l'engagement de mettre fin aux inégalités sociales. Il y a un nouveau lexique au Sénégal, puisqu'il y a une nouvelle réalité. C'est celle de travailler autour du bien-être des populations et de faire en sorte qu'on soit de Soringo, ou qu'on soit de Waoundé, ou de Yoff, ou de Kanyabon, partout où on soit, qu'on se sente pleinement sénégalais. Et qu'on dispose des ressources minimales, d'infrastructures minimales en matière de santé, d'éducation, en matière d'infrastructures routières, en matière d'hydraulique, que l'on sente qu'on est sénégalais et qu'on est bien pris en compte. De multiples réalisations à mettre à l'actif d'un chef d'État proche de la diaspora qui aujourd'hui marque sa présence à Brazzaville. Le président Macky Sall pose un acte historique aux côtés du peuple congolais qui a décidé de réouvrir une page de son histoire en honorant le sergent Malamine Camara, tirailleur sénégalais, symbole de bravoure, de courage et de don de soi. C'est un modèle pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. J'appelle ici, depuis Brazzaville, du haut de cette tribune, les historiens africains. Et Dieu sait que beaucoup parmi eux ont consacré des œuvres pour restituer et redire toute la vérité sur l'histoire réelle de l'Afrique. Il appartient aux Africains de parler de l'Afrique et d'avoir un discours sur l'Afrique et par les Africains. C'est une rencontre aux allures d'échanges directs, au cours de laquelle le président Macky Sall a réitéré son engagement ferme à résoudre la crise scolaire. À cet effet, le chef de l'État révèle qu'il a eu un long entretien avec les syndicats d'enseignants vendredi jusque tard dans la nuit. Les prémices d'une sortie de crise dans un secteur qui reçoit plus de 500 milliards de francs CFA par an. Toujours au cours de cette rencontre avec la communauté sénégalaise établie au Congo, le président Macky Sall s'est prononcé sur la loi sur le parrainage. Pour lui, c'est un système de régulation qui va renforcer la démocratie sénégalaise. Il invite par ailleurs les acteurs politiques à respecter la volonté du peuple qui s'est exprimée le 19 avril dernier. Nous écoutons le président Macky Sall
Au micro de Pape Biram Biguendiaye. Un pays qui travaille, qui a une souveraineté, qui est exercée dans le cadre de la loi, des règlements et de la Constitution, mais quelle est l'institution au monde qui peut nous dire ce que vous avez fait n'est pas juste? Quelle est cette institution? Ou alors, il faudrait renoncer à notre souveraineté. Une Assemblée nationale qui n'a pas le droit de légiférer, de voter des lois. Mais on est dans quelle planète? Il faut que les gens reviennent à la raison. Qu'on revienne aux fondamentaux de la démocratie, une saine compétition et accepter que seul le peuple est souverain. Et le peuple nous observe et nous écoute. Faisons-lui confiance. Moi, je fais confiance en tout cas au peuple sénégalais. Voilà. Et j'accepterai ces choix comme je l'ai accepté par le passé. Alors donc, arrêtons le cirque qui consiste à polluer au quotidien par les réseaux sociaux des fake news fabriquées dans des officines au quotidien. Et on croit qu'avec le virtuel, on fait le monde. Les gens qui ont choisi cette voie n'ont qu'à continuer. Alors, on menace le pays, on va brûler le pays, on va faire ceci, on va faire cela. Je crois que la réaction des Sénégalais a été claire. Personne ne peut plus engager les gens dans des choses qui ne les concernent pas. Nous n'avons jamais pris un seul acte qui porte atteinte à la démocratie. Au contraire, il faut mettre fin à cette anarchie où on peut se retrouver dans une élection avec 100 listes. Mais au nom de quoi on doit accepter que 100 listes soient présentées? On finira par bloquer le système électoral et bloquer la démocratie. Voilà le problème. Comment des citoyens qui pensent que le peuple doit les élire peuvent refuser le minimum de parrainage qui a été demandé pour une régulation? Quel est le pays démocratique au monde qui n'a pas un système de régulation? Alors, on fait croire que oui, au Sénégal, il y a la dictature. Au Sénégal. Une dictature au Sénégal. Ce n'est pas les journalistes qui le diront. Il n'y a pas un seul journaliste, depuis que je suis président de la République, qui a été inquiété par ces propos ou qui a été arrêté pour quelque motif que ce soit. Et vous savez que notre presse est libre. Quel est l'homme politique qui a souffert de ses opinions? Il n'y en a pas. Et pour ce qui est de l'actualité dans le domaine de l'éducation, le G6 suspend son mot d'ordre de grève. Les négociations avec le gouvernement ont abouti à un rapprochement des positions. L'indemnité de logement des enseignants va passer de 60 000 francs à 100 000 francs CFA. Les précisions de Seydina Alunfal. Les syndicats d'enseignants regroupés autour du G6 ont suspendu leur mot d'ordre. Ils ont finalement répondu favorablement à l'appel du président de la République qui les a invités à reprendre les enseignements. La rencontre entre le chef de l'État et une délégation des syndicats d'enseignants a porté ses fruits. Ainsi a-t-il été décidé d'augmenter l'indemnité de logement des enseignants qui passe de 60 000 francs CFA actuellement à 100 000 francs CFA par mois et par enseignant, soit 15 000 francs CFA à compter d'octobre 2018, 10 000 francs CFA à compter de janvier 2019 et 15 000 francs CFA à compter de janvier 2020. Mesure exceptionnelle prise par le gouvernement pour dépasser la crise et instaurer un climat apaisé. Le chef de l'État a rappelé ses instructions pour la mise en place diligente d'un guichet unique dédié aux procédures administratives de la gestion de la carrière des enseignants. Le président Macky Sall a instruit le Premier ministre de convoquer dans les meilleurs délais une réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de procéder à la signature d'un protocole dont le suivi de l'exécution à bonne date sera assuré par le Premier ministre. D'ailleurs, les syndicats du G6 sont déjà informés leur base pour la reprise des cours dès ce lundi. Une décision saluée par la tutelle. Le ministre de l'Éducation nationale a décidé de réaménager le calendrier des examens. Les éclairages de Salou Sek. Il est le secrétaire national de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Abdourahmane Gueye a déjà informé les membres de l'UDEN pour la reprise des cours.
Si nous parvenons à nous accorder, je crois qu'il est normal que l'on suspende actuellement la grève. Dès demain, quand même, les cours reprendront de leur plus belle manière. Comme l'UDEN, tous les autres syndicats membres du G6 ont décidé de retourner dans les classes. Une décision salutaire. Il s'agit d'une appréciation très positive de cette mesure prise par le G6 pour aller dans le sens de reprendre les cours, de lever le mot d'ordre. Mais auparavant, vous allez me permettre de saluer cette belle initiative prise par monsieur le chef de l'État. Il a agi vraiment en tant que père de famille pour aller dans le sens d'inviter encore les syndicats avec qui il avait déjà négocié, mais il est revenu malgré tout pour prendre cette décision consistant à donner encore plus pour cette revendication concernant l'indemnité de logement. Le ministère de l'Éducation, en rapport avec les autres acteurs, a pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux élèves de terminer leur programme. Pour l'élémentaire, le certificat de fin d'études élémentaires, la date a été repoussée d'une semaine. Auparavant, c'était prévu le 20, le 21. On a repoussé donc au 26 et 27 juin pour l'examen au niveau donc des classes de CM2, au niveau de l'enseignement élémentaire. Les cours vont se poursuivre après l'examen pour prendre en compte les autres classes intermédiaires. C'est ce qui fait qu'au niveau de l'enseignement élémentaire, après le 26 et le 27, les cours vont continuer jusqu'au 13 juillet pour permettre de finaliser, de terminer les programmes, mais aussi pour permettre à ces classes-là de faire les évaluations du dernier trimestre pour l'enseignement élémentaire. Pour ce qui concerne le moyen secondaire maintenant, les propositions suivantes ont été faites. Pour l'anticipé de philo, nous avons repoussé au 29 juin. Pour le bac technique, c'est le 2 juillet. Et pour le bac général, c'est le 17 juillet. Selon la tutelle, ces propositions ont été partagées avec les autres acteurs de l'éducation. Après une visite officielle de 4 jours au Sénégal, marquée par un agenda très riche en activités, le président Carlos Fonseca a quitté Dakar ce matin. Le président du Cabo-Verde a été raccompagné à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le président Fonseca a regagné Praia à bord de l'avion militaire. Retour sur le dernier temps fort de sa visite au Sénégal. Le président Carlos Fonseca a rencontré hier la communauté capverdienne de Dakar, occasion de faire le point sur leurs conditions d'intégration au Sénégal. Seydina Alioune Fall, compte rendu. Bien ancrée, bien intégrée, la communauté capverdienne établie à Dakar s'est réjouie de la visite du président Jorge Carlos Fonseca. Nous avons compris le président Macky Sall, mais ça nous fait toujours plaisir de recevoir notre président capverdien dont nous sommes origine. Une occasion saisie par la communauté capverdienne pour lister quelques difficultés. Figurez-vous que nous avons beaucoup d'apatrides. Donc nous avons des capverdiens ici qui n'ont ni de papier sénégalais, ni de papier capverdien. Le président Jorge Carlos Fonseca n'est pas insensible à tous ces problèmes. Il a promis des solutions. Il y a toujours des petits problèmes, mais ce sont tous les problèmes avec la documentation capverdienne. Il y a des qui sont nés au Sénégal, mais qui sont des fils de capverdiens. Et comme il aime le Cap-Vert aussi, il aimerait avoir un passeport, un document capverdien. Mais on va essayer de résoudre ce problème. Mais de toute façon, ils sont bien au Sénégal. C'est une immigration ancienne ici au Sénégal. Les membres de la communauté capverdienne ont été distingués, des cadeaux remis et des prestations d'artistes capverdiens ont mis fin à la cérémonie. L'unité de formulation et de coordination du second programme MCA Sénégal poursuit ses consultations des parties prenantes des projets énergétiques dans la région de Dakar. C'était cette fois-ci au tour de la société civile d'être imprégnée de l'impact environnemental et social de l'installation de câbles haute tension. Reportage Fatou Sahro. Ce sont 2 câbles souterrains et un sous-marin
sur les axes Kounoune-Padoua et Kounoune-Cap-des-Biches-Bel-Air qui vont renforcer à long terme le réseau haute tension autour de Dakar. Ce second projet MCA Sénégal peut impacter les circuits et les populations. Nous sommes en train d'évaluer l'impact environnemental et social du projet et donc c'est dans ce sens-là qu'il est important qu'on les consulte. Ainsi, toutes les franges de la population sont invitées à de larges concertations pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Cap des Biches vers Bel-Air, c'est un câble sous-marin qu'il faut matérialiser pour permettre aux pêcheurs de respecter et de ne pas endommager ce câble-là. Depuis le début, ils ont tenu compte du genre concernant peut-être nos habitations, concernant nos activités économiques. Nous allons tout faire pour que ces considérations soient prises en compte. Le respect de l'environnement et l'attention accordée à l'humain sont des conditionnalités de ce projet. C'est à l'issue des études de faisabilité, eu égard aux critères d'investissement de MCC, qu'on saura exactement les projets qui respectent les critères et qu'on aura le volume du compact. Ce deuxième compact vise à réduire la pauvreté en encourageant la croissance économique par le développement du secteur énergétique. La région de Dakar consacre 40 à 60% de la consommation d'électricité nationale. Donc l'idée c'est de dire comment alimenter, sécuriser l'alimentation de cette ville d'ici 20 à 30 ans. Cet atelier de concertation a permis de recueillir les préoccupations et suggestions des acteurs. Après intégration dans les études de faisabilité, les parties vont encore se retrouver au mois de juin. Ce dimanche, nous vous invitons à la découverte de l'imprimerie nationale, créée en 1856 sous l'appellation Imprimerie du gouvernement. Elle a pour mission principale de produire le journal officiel du Sénégal. Implantée aujourd'hui à Rufisque, l'imprimerie nationale trouve ses origines à Saint-Louis. Découverte signée Koumba Diakhatemar. C'est l'une des identités de l'imprimerie nationale. C'est en fait le journal officiel, c'est-à-dire la publication des textes législatifs et réglementaires. Pour le Sénégalais lambda, en général, il pense que quand on parle du journal officiel, c'est le soleil, alors qu'il y a une différence entre le journal officiel et le quotidien officiel. Le Moniteur du Sénégal, Indépendance, c'est l'ancêtre du journal officiel. Le premier numéro a été publié le dimanche 16 mars 1856 à Saint-Louis. C'était un journal de 6 pages. Le premier arrêté publié dans le Moniteur concernait l'imprimerie. C'était tous les 15 jours, mais présentement, c'est toutes les semaines. Donc chaque semaine, on a un numéro à publier. Qui sort le samedi Qui sort le samedi au lieu du dimanche. Le journal officiel est divisé en 2 parties. Il y a une partie officielle, c'est-à-dire la partie où sont publiés les actes réglementaires et législatifs, et une deuxième partie dans laquelle sont publiées les annonces. La particularité du Moniteur, c'est qu'il était transcontinental, en étaient les destinataires, les colonies françaises en Afrique, en Asie et aux Antilles. C'est le ministère de la Marine et des Colonies, et ça c'est pour le ministre d'État. Ça c'est pour l'Algérie, la Martinique, Guadeloupe, l'île de la Réunion, Guyane française, l'Océanie, l'Inde. Le dernier numéro du Moniteur, c'est en décembre 1887, le 27 décembre 1887. Donc à partir de janvier 1888, l'appellation a changé de Moniteur en Journal officiel du Sénégal Indépendance. C'est à partir de 1907 que l'appellation a changé, le Journal officiel du Sénégal tout court. Mais entre-temps, il y avait le Journal officiel de l'Afrique occidentale française. Il y avait une nécessité de détacher le Journal officiel de l'Afrique occidentale française et ceux de la colonie du Sénégal. Donc c'est pour cela qu'on avait créé le Journal officiel de l'Afrique occidentale française en 1895. Mais les deux journaux paraissaient en même temps. Voici la dépêche créant le 11 décembre 1854 l'imprimerie du gouvernement qui deviendra plus tard l'imprimerie nationale. Son histoire est faite de plusieurs pages. La première est sa création à Saint-Louis. La dernière est son implantation à Rufisque. Entre les deux, il y a Gorée. 1908, année à laquelle a eu lieu le transfert de l'imprimerie de Saint-Louis à Gorée. Et c'est avec le bombardement de 1940 que le déplacement de cette imprimerie de Gorée vers Rufisque a été effectif.
Et depuis lors, l'imprimerie est à Rufisque, même si il faut signaler qu'il y a eu un changement de site. C'était installé d'abord au niveau de l'actuel CM Abdoulaye Sadji. Aujourd'hui, l'histoire de cette imprimerie, ce sont ces machines. En 163 ans, elles ont produit 7087 journaux qui font de l'institution la principale fabrique de l'information officielle. Voilà pour le grand format à découverte de ce dimanche. À présent, direction le nord du pays pour parler de préservation des espèces fauniques rares. À l'enclos de Katané, dans le Ferlo par exemple, ces efforts ont payé. Plus de 300 oryx ont été dénombrés, ce qui permet de promouvoir l'écotourisme dans cette partie nord du pays. La correspondance de Fatima Tabanelba. Au milieu de la réserve de faune du Ferlo Nord, deuxième aire protégée du pays avec ses 487 000 hectares, se trouve l'enclos de Katané. Un espace clôturé de 1200 hectares qui accueille des animaux disparus dans beaucoup de pays africains, notamment les oryx. Ils trouvent ici un espace propice à leur développement. En 15 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait avoir une multiplication aussi rapide. Et de 8 éléments fondateurs, aujourd'hui, on vient de faire le dénombrement, mais ce qu'on a vu, les observations directes, aujourd'hui confirment qu'il y a plus de 300 individus. La piste principale de l'enclos porte désormais le nom de Christine Stevens, en la mémoire de cette pionnière dans la défense et la promotion des animaux. Christine Stevens, on l'a dénommé cette piste parce que Animal Welfare Institute, donc une fondation américaine, nous a beaucoup appuyé. Moi, je suis venu l'année dernière, ça fait 1 an, mais mes priorités, c'était quand même de la réhabilitation de la clôture de l'enclos sur 12 km. Et puis, grâce à l'appui de AWI, un projet qu'on a écrit avec mes agents, donc ce rêve-là est devenu réalité. Katané vaut aux autorités administratives de la localité une réelle satisfaction. Avec l'introduction des oryx et autres gazelles, il est temps de promouvoir et d'envisager l'écotourisme dans la zone. Katané, exception, parce que tout simplement, ça donne aussi un potentiel écotouristique. Le seul potentiel peut-être dans la région de Matam. On sait que la vocation de la région n'est pas touristique, mais on sait aussi que le Ferlo, de manière générale, a ce potentiel-là. Le préfet de Ranérou annonce déjà une piste qui va contribuer au désenclavement et compte initier les randonnées annuelles de Katané. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de la primature. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne invite l'ensemble des secrétaires généraux des syndicats membres du G6 à une réunion lundi 30 avril 2018 à 12h30 au Breda. Ils sont également invités à y prendre part Madame la Présidente du Haut Conseil pour le dialogue social, HCDS, les acteurs de la société civile engagés dans le secteur de l'éducation et les associations de parents d'élèves. C'est signé Séduqué, secrétaire général du gouvernement à porte-parole. Sur l'international, l'actualité nous mène en Corée du Nord. Pyongyang a promis de fermer son site d'essai nucléaire. Le récit de Seydina Alunfal. Le site nord-coréen d'essai nucléaire devrait être fermé au mois de mai. Une annonce faite par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Pyongyang va inviter des experts sud-coréens et américains qui vont assister à la fermeture de ce site. En 11 années, la Corée du Nord a effectué 6 essais nucléaires sur son site. Une zone complexe, le site est logé dans la montagne, donc difficile à surveiller. Les explosions lors de ces essais nucléaires ont provoqué plusieurs séismes. Le dernier remonte à septembre 2017. Certains chercheurs américains et chinois pensent qu'après cet essai, le site s'est écroulé sur lui-même. Mais Pyongyang avait démenti cette information. La rencontre entre les deux dirigeants aura lieu dans les 3 ou 4 prochaines semaines, selon la Maison-Blanche. En sport, lien de parenté supposé entre Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, et El Hadj Ousseynou Diouf, un des ambassadeurs de Maroc 2026. La chambre d'investigation du comité d'éthique de l'instance a décidé de classer l'affaire. Une information annoncée par la FIFA à travers un communiqué parcouru par Ibrahim Mboupa. La fin d'une polémique. La chambre d'investigation du comité d'éthique de la FIFA affirme avoir procédé à un examen préliminaire des faits
Cela à la suite d'un rapport concernant un lien familial possible non divulgué entre Fatma Samba Diouf Samoura et El Hadj Diouf. Après analyse, la Chambre estime qu'il est apparu clairement que les allégations avancées n'avaient aucun fondement et qu'aucun lien familial n'existait entre les deux Sénégalais. Par conséquent, la Chambre d'investigation du comité d'éthique de la FIFA a décidé de classer l'affaire. Selon certains observateurs, cette affaire est loin d'être anodine. L'information relative au lien de parenté entre Fatma Samoura et El Hadj Diouf serait balancée par des proches de la candidature nord-américaine, États-Unis, Mexique, Canada, pour mettre davantage de pression sur la FIFA. Le président américain Donald Trump a même ouvert un autre front vendredi sur Twitter, menaçant les opposants de la candidature nord-américaine. Chaque camp est aux aguets, prêt à tirer la sonnette d'alarme. Récemment, le Maroc a dénoncé le système de notation et les critères techniques retenus par la FIFA, estimant qu'ils étaient inéquitables. Le pays organisateur de la Coupe du Monde 2026 sera connu le 13 juin prochain à Moscou. Ce sont les 207 pays de l'Assemblée générale qui vont départager les deux candidatures. La Coupe du Monde 2026 réunira 48 pays, une première dans l'histoire de la compétition. La culture, pour finir, la 7e édition du carnaval de Djambadong a vécu, Sédhiou a vibré au rythme de ses sonorités mandingues. À l'occasion, c'est tout le folklore de la Casamance qui a été revisité. Et c'est Racine Talla, directeur général de la RTS, qui a été le parrain de la manifestation. Retour sur cette ambiance avec Kaltoum Gueye. Sédhiou a vibré au rythme du Djambadong le temps d'un week-end. Le Pakao, célèbre grâce à sa richesse culturelle, s'est encore illustré. Le carnaval de Djambadong et des cultures du Sud a sorti toutes les facettes du folklore local. Le Kankoura était également de la partie. C'est une expression culturelle qui est partagée et qui s'exerce pendant les moments de joie, souvent quand les enfants rentrent dans les bois sacrés ou bien quand ils sortent des bois sacrés, ou bien quand c'est des moments de fête dans les villages. Des moments de joie, occasion pour rendre hommage à un digne fils de la région, le professeur Balla Moussa Dafé, l'intellectuel et homme politique, mais aussi homme de culture. Voilà un homme généreux et d'une élégance extraordinaire. Professeur, merci pour ton élégance, merci pour ton cœur. On ne dira pas assez de toi. Et je suis autant plus content qu'il ne faut pas attendre la fin de la vie des gens pour leur porter honneur et hommage. Le bien le plus précieux que j'ai, c'est celui qui m'est rendu aujourd'hui. La satisfaction de mon vivant, des populations à qui, surtout des jeunes, Dieu a fait que je sois encore témoin. Témoin d'une histoire culturelle riche, perpétuée par les jeunes qui se sont distingués devant un grand public. Parmi eux, les représentants du patron de ce carnaval, le directeur général de la RTS, M. Racine Talla. Celui sur qui vous avez porté votre choix s'est fait le devoir de vous accompagner, d'être à vos côtés, de mobiliser les moyens humains, matériels à sa disposition pour faire de ce carnaval une véritable fête. Un programme alléchant qui a fait vibrer Sédhiou pendant 2 jours. Une séance de lutte avec le drapeau Balla Moussa Dafé remporté par Tchèque Tchèque et les prestations des troupes des régions environnantes ont marqué cette manifestation. La Casamance au clair de lune a bien vécu. Au rythme du Djambadong, oui. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS.